Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ici à CPL Télévision, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec nous pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la loi Tchani, désormais portée par le député Ntingi Pouloulou. Est-ce un projet mis en place par l'actuel régime pour écarter des challengers en prévision des élections de 2023, quelle est la nécessité de cette loi? On en parle. On revient également sur la mission ou les missions de l'inspection générale des finances. On fera également un tour dans le cours des tribunaux avec l'affaire Matata et les autres. Là aussi, est-ce que la justice n'est pas en train d'être utilisée contre les ennemis politiques? Fier de recevoir sur ce plateau Monsieur Thierry Mosenepo. Monsieur Mosenepo, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue donc ici à CPL. C'est chez moi ici, donc quand je Même suis si ça ici, fait je très suis longtemps toujours, que vous nous avez fouillé. Non, je ne peux pas fuir CEPEL, surtout avec le travail qui est abattu ici. Un travail, il faut le dire, de neutralité, même si les gens pensent que CEPEL a une tendance, mais je pense que la critique n'est pas une opposition, mais plutôt un miroir qui vous permet de mieux vous regarder et de mieux vous questionner sur l'action que vous faites, si elle est bonne ou mauvaise. Je pense que CEPEL remet vraiment en question ces valeurs-là qui sont par exemple celles de bien diriger le pays et de bien gérer. Et ces questionnements sont importants. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de CCI Lambert-Mende. On parlera de ça, mais l'actualité dans le pays, c'est aussi la mort de Laurent Mosengo Passigna. Quelqu'un, je sais, qui vous étiez très proche, je dirais même membre de votre famille. Vous, personnellement, quelle image vous gardez de ces prélats catholiques qui, à un moment donné, étaient adulés, adorés même, je veux dire, mais aussi controversés, contestés d'autre part? Je pense que Mosengo, c'est un mélange de tout, mais c'est une histoire très riche que notre pays vient de perdre. J'avais vraiment voulu et souhaité, avant qu'il ne puisse nous être ravis par le destin, qu'il puisse nous laisser ses mémoires, parce que c'est une transition de plusieurs étapes importantes de notre pays, des étapes importantes, notamment lorsqu'il dirige la conférence nationale souveraine, mais aussi de ce que nous avons aujourd'hui, de cette alternance. Monseigneur Mosengo a été parmi les personnes qui ont milité pour qu'il y ait cette alternance. Ah bon? Ah oui, ça je peux vous l'assurer. Et cela a été par ses idées, mais aussi par son propre combat. Au-delà de ça, c'est un intellectuel hors pair. Vous devez savoir que Monseigneur Mosengo, c'est un polyglotte d'abord, et c'est parmi les rares cardinaux qui, encore à cette époque, parlaient le latin, une langue morte. Le cardinal Mosengo a été à l'époque où il était archevêque de Kisangani, beaucoup réalisé dans cette contrée, sans oublier son apport personnel dans l'église catholique romaine zaïroise. Il y a lui et il y a le cardinal Maloula qui ont été d'une importance vraiment grande dans cette église qui aujourd'hui est dirigée par le cardinal Ambongo. Et le cardinal Mosengo a été pour nous, ses frères du Maïndombe, une référence, un pionnier et un rassembleur. À chaque fois que nous étions autour de lui sur des questions qui touchent surtout le développement de notre province, il ne manquait pas d'idées et il ne manquait pas de donner de son temps et de son énergie pour que nous puissions résoudre les problèmes dans notre contrée. Donc c'est vraiment pour nous une perte très très douloureuse. Nous venions de perdre notre patriarche Nsinga Oudjou et les plaies ne sont pas encore pensées, mais que déjà nous perdons le cardinal Mosengo qui est pour nous vraiment notre icône. Je peux vous dire que la blessure aura ou mettra du temps à pouvoir être cicatrisée. Ici, je vais profiter pour présenter mes condoléances à tous les catholiques, mais aussi à toute la République, parce que ce monsieur a donné sa vie non seulement à l'Église, mais aussi à l'Église, mais aussi à notre pays, mais plus particulièrement à sa famille, à son jeune frère, le sénateur Kaniki, qui est très proche, un parent très proche pour moi, mais aussi à ses neveux, à ses nièces,
et tous les membres de sa famille qui aujourd'hui sont en train de ressentir cette perte. Non mais Monsengo, je ne fais pas les procès des morts. J'ai dit aussi que c'était quand même un homme trop controversé dans la mesure où ses détracteurs ont toujours noté le fait que Monsieur Monsengo n'a pas su créer la frontière, comprendre la différence entre d'un côté l'église et de l'autre la politique. C'était un homme un peu à cheval. Monsengo n'a pas compris, dès son vivant, qu'à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Vous avez été dans le régime de Kabila, c'est parmi les reproches que vous lui avez fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faut qu'on tourne la page ou il faut qu'on mette ça dans le lot des erreurs d'un Monsengo, par exemple, qui n'a pas su créer la frontière entre l'église et la politique? Non, je pense qu'il n'y a pas de frontière, cher Perrault. Où est-ce que commence le travail de Dieu ou de l'église et où commence le travail des hommes ou de la société? Je pense que c'est des choses qui s'imbriquent dans la mesure où l'église catholique fait partie de ces institutions morales qui participent à la vie des populations. N'oublions pas que dans certains coins de notre pays, par exemple, où il n'y a pas de banques, avec la structure de la bancarisation, c'est Caritas qui œuvre. N'oublions pas que les premiers intellectuels que notre pays a connus, c'est au travers de nos églises, la mission protestante et l'église catholique. Donc il faut comprendre par là que l'église, étant proche de cette population, subit en premier plan les difficultés et les problèmes que cette population connaît, en ce qui concerne les problèmes de santé, les problèmes de scolarité, les problèmes de vie. C'est ce qu'il faut dire qu'il doit enlever la soutane pour aller opiner dans la politique. Le au point de créer des controverses, de prendre un camp, de prendre une position contre une autre. Le cardinal Monsengo n'avait jamais quitté la soutane, mais plutôt, il souhaitait que la vie politique soit enrobée de moralité et aussi que ce soit une vie qui soit au service des peuples. Parce que des fois, nous, les hommes politiques, nous oublions que, en réalité, nous sommes les serviteurs des peuples. D'ailleurs, même étymologiquement parlé, le ministre, c'est celui qui est le serviteur d'eux. Donc, il faut que nous puissions comprendre qu'il faut une dose de moralité, une dose de chrétienté, pour ne pas dire d'amour du prochain, dans les actes politiques. Et je pense qu'en ce moment-là, je ne vois pas pourquoi l'Église va aller condamner une structure ou un travail qui est bien fait par un dirigeant X ou Y. C'était cela le combat de Monseigneur Monsengo. Même moi-même, à un moment, j'étais en porte-à-faux avec certaines de ses positions. C'est ce que j'ai dit, parce que mais lorsque j'ai eu à discuter avec lui et il m'a fait comprendre une fois la valeur profonde de son combat, j'ai compris finalement que nous étions en train de mal connaître cela. Et vous-même, vous avez vu qu'après tout cela, après toutes ces tempêtes, même la famille biologique de l'ancien président Joseph Kabila a approché le cardinal Monsengo. D'ailleurs, la dernière messe qu'il a célébrée, c'était celle de l'anniversaire de l'ancien président Joseph Kabila. Donc pour dire que nous avons finalement tous compris que ce monsieur avait un combat qui consistait à rechercher le bien-être des populations. Donc il n'y a pas, à mon humble avis, une limite entre la vie sacerdotale et la vie des chrétiens et chrétiennes qui doit être sur cette terre bien tenue par les gouvernants, dans l'espoir que dans le ciel, les actes que nous posons et la suivi de la vie du Christ va nous emmener au paradis. Thierry Mosenepo, au parlons politique, paix donc à l'âme de M. Monsengo. Je rappelle ici que son corps arrive à Kinshasa le 19 et que après les obsèques seront donc organisées dans la capitale. Parlons politique à présent. La politique, c'est aussi l'union sacrée. Je ne voudrais pas refaire l'histoire ici en vous posant la question, comment vous y êtes arrivé. Je vous ai suivi ailleurs plusieurs fois. Est-ce qu'après avoir trahi Kabila, comme Mende et vous-même vous l'avez fait, vous êtes allé à l'union sacrée? Vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé ce pourquoi vous êtes allé à l'union sacrée? Vous croyez que l'union sacrée, la vision qui vous a amené à être à l'union sacrée est toujours en ordre de bataille aujourd'hui? Non, je pense qu'il ne faut pas dire que nous avons trahi Kabila. Il faut faire un distinguo entre la personne de Joseph Kabila, qui était l'ancien président de la République, et le FCC, qui était une société qui a été construite autour des idéaux, avec des associés comme la CCU. Nous avons décidé... Le FCC qui avait quand même comme autorité morale Kabila. Oui, autorité morale. Non, ce n'est pas une trahison, parce que lorsque nous étions adhérents au FCC, nous n'avions pas trahi qui que ce soit. Nous avons, dans notre liberté, accepté de faire partie du FCC, et c'est ainsi aussi qu'en toute liberté, nous avons accepté d'accompagner l'actuel chef de l'État dans sa vision au sein de l'Union sacrée. Ça n'a lien, ça ne donne pas lieu de dire ici que nous avons trahi l'ancien président Joseph Kabila. Nous avons quitté le FCC parce que pour nous, nous pensons que la façon dont le FCC était en train de mener
l'association FCC Cash était une façon qui pouvait coûter énormément à la stabilité de ce pays et à l'évolution de ce qui pour nous est plus importante, la vie de nos populations. Donc aujourd'hui, lorsque vous dites que si nous avons trouvé ce que nous sommes venus chercher dans l'Union sacrée, je dirais que oui, parce que premièrement, nous sommes en train de participer à ce gouvernement. Ensemble, dans le gouvernement Ilunga Kamba, nous étions là. Cette fois, nous sommes là encore. Vous avez un ministre au le ministère, oui, Madame Anne-Marie Karoumé, qui dirige le ministère des Relations avec le Parlement, et députée CCU, mais aussi actuellement ministre. Donc nous participons à cette bataille contre la pauvreté, contre l'insécurité dans notre pays. Et nous avions souhaité que les institutions soient stables. Rappelez-vous des crises récurrentes que le gouvernement était en train de connaître, que les institutions étaient en train de connaître. Cela était en train de plomber le développement du pays. On passait plus de temps à se quereller. Un matin, on se réveillait, c'est Madame Mabunda qui attaquait le président. Un autre matin, c'est l'ancien président du Sénat qui faisait de même. Un autre matin, c'est un ministre qui, au cours d'un conseil de ministres, claquait la porte, et ainsi de suite. Le temps consacré pour construire le pays, pour régler les problèmes existentiels et les problèmes d'insécurité, était consacré à régler des conflits et des problèmes qui ne se limitaient qu'à l'ego de ces individus. Donc il était important pour nous de casser cette sphère pour aller vers une sphère beaucoup plus stable qui aujourd'hui permet au Premier ministre Ilunga Kamba de pouvoir bien gérer l'exécutif avec le président de la République. Non, mais nous qui vous regardons de l'extérieur, on a l'impression que rien n'a changé. Et la situation socio-économique est d'ailleurs encore un peu, je veux dire, pire qu'à l'époque de Kabila. Vous quittez Kabila, mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est du Kabila sans Kabila. La corruption, lisez le tout dernier rapport de Transparency International, ça a encore plombé. La situation sécuritaire, la situation du cadre macroéconomique, la situation sociale, le social de la population, c'est pire qu'à l'époque de Kabila, monsieur Moussene. Je pense, Perrault, il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Nous sommes dans une économie très extravertie, où, depuis 1960, la plupart des rentes que le pays, ou des royalties que le pays récolte, provient des exportations, et principalement des exportations des produits miniers. Vous le saviez. Qui ne sont pas transformés. Vous le saviez. Attendez. Donc il est tout à fait facile de comprendre que dans le contexte actuel du monde avec la Covid, pas plus tard que hier, j'ai suivi un documentaire sur la Côte d'Ivoire, qui est 3e producteur mondial des mangues. Ils ont produit en 2018 pour 244 000 tonnes. Ils en sont depuis 2019 et 2020 et cette année encore à peu près 90 000 tonnes exportées seulement. Pourquoi? Parce que la consommation vers les pays qui consomment, c'est-à-dire l'Occident, les Amériques et ainsi de suite, n'est plus la même à cause de la Covid. Donc ce ralentissement-là dans tous les secteurs a des impacts dans les vies de nos sociétés. Je pense d'ailleurs qu'il faut féliciter le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu connaître pire. On aurait pu connaître ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. On aurait pu connaître ce qui se passe dans d'autres pays avec des inflations galopantes, avec une situation sociale beaucoup plus intenable que celle que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est de 1. De 2, il ne faut pas que nous puissions oublier que l'actuel président de la République n'a en gestion, en termes de temps, que 2 ans et demi. Dans une situation où il trouve un pays, non seulement dans le contexte économique que je viens d'expliquer, avec la Covid et tout ce qu'il y a avec, mais aussi une insécurité récurrente dans l'Est. Avec, en prime, ce que vous venez de dire, une corruption qui avait atteint tous les échelons de la société. Alors, dire aujourd'hui que Transparency International... On a d'ailleurs reculé de 2 places. Dire aujourd'hui que Transparency... On a reculé de 2 places, monsieur. S'il vous plaît. Dire aujourd'hui que Transparency International a établi un rapport, je n'en disconviens pas. Mais vous et moi, regardons-nous en face, mon cher Perrault. Et posons-nous la question si nous-mêmes, les Congolais, nous ne sentons pas une amélioration dans la lutte contre la corruption. Ne regardons pas le rapport de Transparency International qui ne vit pas ici avec nous. Toi et moi, est-ce que nous pouvions espérer un jour qu'un ancien Premier ministre pouvait être interpellé? Qu'un directeur général d'une société d'État puisse être suspendu afin qu'il puisse être déféré devant la justice? Est-ce que nous pouvions croire qu'un président de la République puisse tenser les instances judiciaires? Est-ce que nous pouvions croire aujourd'hui que nous pouvions exister dans un pays où l'inspectorat général des finances pouvait comme ça émettre autant de temps, d'énergie et des moyens pour traquer les détourneurs des fonds publics? Donc sur le plan interne, je peux vous dire qu'il y a cette assurance-là et je crois que
Cela va transpirer dans les prochains rapports de Transparency International qui va prendre en compte ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Lieu pour moi d'interpeller notre justice. Parce que, personnellement, j'ai rencontré l'inspecteur général des finances plusieurs fois, M. Jules Alingueté. J'ai vu le travail qui est abattu là-bas et je suis fier de ce compatriote pour ce qu'il fait. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mentionner qu'il dépend du président de la République. Donc, c'est une vision du président de la République qui est explicitée, qui est mise en branle par lui. Maintenant, il faut réfléchir. Est-ce que la justice suit ce qu'il fait? Est-ce que la justice le fait comme il faut? Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut se poser la question. Est-ce que lorsque la justice fait ce travail, est-ce que les autres institutions accompagnent la justice? Notamment l'Assemblée nationale et le Sénat qui se retrouvent au sein du Parlement. C'est ça les questions. Donc il ne faudrait pas que ce ne soit que le travail d'une seule structure qui est l'inspectorat général des finances, mais de tout le monde, et même de toi et moi. J'ai été surpris de retrouver sur la table de l'inspecteur général des finances des dénonciations qui viennent même des citoyens lambda comme toi et moi. Ce qui à l'époque n'existait pas. Ce sont des choses qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir pour que nous puissions aller de l'avant. Je suis heureux d'être avec un homme qui est à cheval, qui a connu Kabila avec la CCU et qui est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. S'il vous était demandé de dire au président de la République des erreurs à ne pas reproduire, parce que vous avez quand même été dans le régime de Kabila, le plus grand conseil que vous donnerez à M. Tshisekedi sera lequel? Le social. Mon cher frère, c'est le social. Parce que on ne peut pas construire un pays seul. On a besoin de chaque citoyen du pays pour que l'on puisse ensemble faire un corps pour faire avancer les choses. Mais lorsque les populations sont encore en train de se battre pour la survie, et quand je dis survie, c'est dans le sens grec du terme, cela est très dangereux. Il faudrait donc réfléchir à des moyens urgents et rapides pour apporter aux populations la santé, c'est-à-dire les soins de santé qu'il faut, le manger. Vous pensez que Kabila ne l'a pas fait suffisamment? Il ne l'a pas fait suffisamment et nous avions commis l'erreur de ne pas écouter la population. Il fallait écouter la population. La population émet des signes avant de vous rejeter. Et ces signes, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol des transports difficiles. Le ras-le-bol du manger qui devient compliqué. Le ras-le-bol des soins de santé qui sont compliqués. Déjà, avec la gratuité de l'enseignement, c'est un pas très, très, très important. Ça devait même suffire pour n'être que le meilleur projet qui a été porté pendant les 5 ans de la mandature du président de la République. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec une population qui, à la base, est illettrée, avec les taux d'alphabétisation que nous avions. Mais au-delà de cela, il faut aller vers le manger. Il faut nourrir la population. Parce qu'une population en forme et bien nourrie est une énergie extraordinaire. Parce que quelle est la valeur d'âge que nous avons dans notre pays? Nous avons une valeur d'âge d'à peu près en moyenne de 19 ans. Ce qui veut dire que nous avons une énergie extraordinaire qui peut être utilisée pour le développement du pays. Mais cette énergie est gaspillée parce que cette énergie est encore en quête de survie. Et cela est un danger. Donc il faudrait que le gouvernement réfléchisse vite sur des actions à mener. Par exemple, au lieu de chercher à chaque fois que le gouvernement sorte l'argent pour des bateaux de pêche, sous-traiter, prendre des privés qui vont pêcher dans notre littoral. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Je m'excuse de ne citer que ce pays parce que j'ai étudié le modèle économique de ce pays ces 2 dernières semaines et j'ai observé que le partenariat public-privé marche bien là-bas. Le thon qui est aujourd'hui consommé plus que le chinchard dans ce pays vient des côtes de la Côte d'Ivoire, mais qui sont sous-traités par des navires de pêche grecs, chypriotes et ainsi de suite. Les terres arables que nous avons, au lieu de chercher à ce que le gouvernement puisse pomper de l'argent dans des projets comme Bukangalonzo, il faut sous-traiter, comme a fait l'Éthiopie. L'Éthiopie a compris que le Qatar, l'Arabie Saoudite avaient des terres arides. Ils leur ont fait louer des terres. Messieurs, vous venez, vous prenez 1 million d'hectares, vous exploitez pour tel produit, 60% de ce produit, vous emmenez chez vous, hors taxe, 40% reste chez moi, mais pour la terre, vous payez aussi autant, au lieu que nos terres ne servent à rien.
Voilà des raccourcis qui peuvent très vite donner des solutions pour que nos populations aient à manger, pour que nos populations puissent vivre. Dans d'autres cieux, un projet comme Bukangalonzo ne serait pas tenu par le gouvernement. C'est des privés qui l'auraient fait. Et le gouvernement vient en supervision pour permettre que cela fonctionne. Et c'est comme ça que nous pouvons aller très vite et réussir à arranger les choses. Vous avez dit quelque chose dans votre argumentaire. Vous dites que vous n'avez pas écouté la population. Suffisamment la population. La population émet des alertes. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, M. Tshisekedi est encore en odeur de sainteté avec la population? Parce que la plupart des éléments que vous avez évoqués là, qui tant les relations entre les autorités et la population, on les sent, le transport, l'eau. Est-ce que M. Tshisekedi est encore en odeur de sainteté? Vous, Union Sacrée, vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais croient encore en vous? Je pense, mon cher Perrault, que le président de la République est dans un temps de grâce. C'est-à-dire que le président a subi, en plein revers, des situations inédites. Premièrement, un accord FCC-Cash qui n'a pas marché, qui a créé plus de problèmes que de solutions. Deuxièmement, une situation économique morose avec l'arrivée de la Covid-19. Et troisièmement, un temps pour qu'il puisse asseoir son pouvoir. Donc ce temps de grâce est encore là. Mais il ne faut pas que ce temps de grâce s'écoule. Rappelez-vous, lorsque nous sommes en 2001, lorsque le président Kabila prend le pouvoir de suite du décès de son père, la situation était intenable. Mais c'est à la 4e année, vers 2004, que l'on a commencé à ressentir les effets positifs de sa gestion. Donc je pense que le président de la République actuelle est encore dans ce temps de grâce, mais qu'il ne faudrait pas que ce temps de grâce puisse s'expirer parce que le revers est toujours dangereux. Il faut que très vite, le gouvernement qui a l'action de l'exécutif en main puisse se réveiller et aller de l'avant avec des solutions et non avec des promesses et non avec des analyses et des statistiques. En termes de délai, vous pensez qu'il a encore une année dans cette grâce-là? Je pense que c'est des temps qui sont relatifs en fonction de ce qui est réalisé, de ce que le peuple palpe. Parce que le peuple a besoin de savoir qu'ici, il y a espoir, ici, il n'y a pas espoir. Et je pense, à mon humble avis, que l'actuel gouvernement, dirigé par Sama, apporte l'espoir, donc que ce temps de grâce va aller au-delà et va permettre à ce qu'il y ait une vraie confiance qui puisse s'asseoir. Thierry Moselepo, pourquoi vous n'êtes pas entré au gouvernement? Pourquoi Mende ne vous récompense-t-il pas? C'est quoi le problème? Vous avez un problème personnel avec Lambert Mende, et pourtant on vous voit tout le temps affiché, on vous voit en première ligne des combats, vos amis, qui étaient avec vous au FCC, les Papi Tamba, les Inga Omari et les autres, les Makoloko Tambola, sont en droit de se moquer de vous, parce que bon, vous trahissez, vous allez... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne vous récompense pas? Je pense, M. Perrault, qu'il faudrait que je puisse vous dire finalement une vérité. C'est que dans notre pays, vous le savez très bien, qu'en ce qui concerne le gouvernement, cela se construit au prorata du poids politique que vous avez à l'Assemblée nationale. Et ce poids politique est déterminé par le nombre de députés que vous avez. La CCU en a 9. Des 9 députés des 9 élus que nous avons, on a un sénateur, on a 4 députés nationaux qui viennent de l'espace province orientale, et on a 4 autres qui viennent du Sankoro. Ce qui veut dire que nous, ici à l'Ouest, nous n'avons pas de députés à l'Assemblée. Comment pouvez-vous accepter, par exemple, que l'on puisse prendre Thierry Moselepo et laisser quelqu'un qui a produit des députés dans l'espace grand oriental ou dans l'espace central? Donc ce n'est pas un problème de compétence. Ça n'a rien à voir avec la compétence, ça a à voir avec un calcul. C'est comme aujourd'hui, vous, M. Perrault, vous ferez un très bon ministre de la communication, comme le fait mon ami son Excellence Mouyaya. Vous pourrez être un très bon ministre de l'économie ou ailleurs, mais le problème est que vous n'avez pas de représentants à l'Assemblée nationale pour qu'on vous prenne. Je n'ai pas ces ambitions-là, je ne fais pas de, non, je fais pas de la pour politique. Vous expliquer. Mais contrairement à c'est pour vous dire que vous êtes au c'est fond. pour vous dire que quand il faut nommer Mende, alors, à la fois ministre, il va lui-même comme PCA, mais nous, on commence à s'apitoyer un peu sur votre sort. Non, nous. non. Maintenant, là, je vous explique. Nous apitoyons. Là, je vous explique en ce qui concerne le gouvernement. Donc, même si aujourd'hui, Lambert Mende a toute la volonté, et ça je peux vous le dire, toute la volonté de pouvoir me placer à gauche ou à droite, il y a des pesanteurs comme ce que je viens de vous expliquer. Deuxièmement, les gens vont se moquer. Mais ils vont se moquer pour quelle raison? Parce que quand la CCU gagne, c'est Thierry Moselepo qui gagne. Lorsque la France gagne, ce n'est pas Kylian Mbappé seul qui gagne, ou Pogba qui gagne, c'est l'équipe qui gagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, lorsque la CCU est
représenté dans le gouvernement avec Madame Anne-Marie Karoumé, Un petit ministère. Je gagne, il n'y a pas de petit ministère. Juste un petit ministère. Il n'y a pas de petit ministère. Non, Il y a des ministères régaliens. Il doit faire les protocoles là-bas de tous ses collègues qui seront interpellés. C'est un petit ministère, c'est un ministère important va qui faire joue les le rôle protocoles de à l'Assemblée cordon là-bas quand on va entre commencer à deux interpeller ses pouvoirs collègues. exécutif et législatif. Donc, vous comprenez par là que, pour moi, ce n'est pas des motifs de chagrin, mais plutôt des motifs de fierté que le combat que nous menons ensemble avec les camarades est en train de porter des fruits. Donc, je suis dans la constance, dans le sens où je reste dans la CCU. Pour moi, être dans le FCC, être dans l'Union sacrée, importe peu par rapport au fait que je reste au sein de ma famille politique naturelle, qui est la Convention des Congolais Unis. Ok, on va voir. Bonne chance quand même. Nous, on souhaite, Merci. Dans le cadre du renouvellement de la classe politique, que les Lambert Mende aient aussi quand même se reposer. Pas question qu'il soit PCA, toujours lui, toujours lui, toujours lui. Vous êtes quand même des jeunes. Non, mais qu'est-ce qui interdit à ce que Monseigneur Paul, Ouara travaille et que Lambert Mende et tous les autres aussi travaillent? Se reposer, c'est quand on n'a plus d'énergie à donner. Mais lorsqu'on en a encore, bon, je pense que l'honorable Lambert Mende a encore beaucoup à donner à ce pays et rien ne pousse à ce qu'il aille prendre une retraite. Pourquoi? Thierry Monseigneur Paul, l'actualité dans le pays reste dominée par la loi de la congolité. Ce que certains commencent à refuser. On parle. Mais la loi Noël Tiani, portée aujourd'hui par les députés Nsingui Pouloulou, en croire cette loi-là, pour être candidat président de la République ou pour être responsable de certaines fonctions régaliennes dans le pays, il faut être congolais de père et de mère. Du coup, ça commence déjà à susciter un certain nombre de problèmes. Vous, Thierry Monseigneur, pour vous soutenir cette loi, comment vous soutenez une loi que l'Église catholique et la plupart des Congolais considèrent des conflictogènes? Comment vous soutenez une loi qui exclurait certains d'autres Congolais de la joute électorale? D'abord, je vais vous corriger que ce n'est pas l'Église catholique, c'est le cardinal Fridolin Ambongo. L'Église catholique s'exprime au travers de sa conférence épiscopale. Et pour faire une digression, il y a ce qu'on appelle des positions qui peuvent paraître négatives, mais qui sont en vrai positives par rapport à la personne qui la porte. Et le cardinal Fridolin Ambongo, à une époque très récente, avait dit que les enseignants qui doivent tenir la craie dans les écoles conventionnées catholiques doivent être catholiques de foi. Personne n'a dit que c'était une ségrégation, mais c'est une ségrégation positive au vu de la vision prophétique et évangélique de l'Église catholique. Et quand il vous dit que la loi Tiani est une loi conflictogène, maintenant, vous lui renvoyez à cette histoire. Maintenant, je vais vous répondre par rapport à la loi. Là, c'était une digression, mon cher Perrault. D'abord, je me demande comment les gens peuvent être si négatifs et traiter cette loi de la loi sur la congolité. On parle de congolité en référence à l'ivoirité, n'est-ce pas? L'ivoirité est venue d'où? L'ivoirité est venue du fait que, en Côte d'Ivoire, il y a eu suffisamment de débats pour dire que la plupart des habitants du Nord étaient en réalité des Burkinabés. Ce qui fait que Alassane Ouattara a été traité d'étranger par ses deux principaux rivaux qui sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est là qu'est né le terme ivoirité. C'était une question de doute sur la nationalité de quelqu'un. Mais lorsque je vois la réflexion du docteur Noël Tiani et je lis le projet de loi déposé par le député Nsingui, je me rends compte qu'on ne met pas en cause la nationalité de quelqu'un. Mais par contre, on protège la fonction président de la République de certaines pesanteurs. En excluant. S'il vous plaît, mon cher. Mais toute loi exclut. Si aujourd'hui dans la loi électorale, on dit, ou même dans la Constitution, on dit que pour être président de la République, il faut être âgé de 30 ans. Donc un jeune homme de 29 ans est exclu. Les lois excluent. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont des lois, c'est des lois spécifiques telles que la loi électorale. Ça exclut. Lorsqu'on dit que pour être candidat député, il faut soit avoir un diplôme universitaire ou avoir à présenter un document qui prouve que vous avez eu à travailler pendant 5 ans dans un domaine X ou Y. Donc ça exclut tous les autres gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école. C'est une exclusion. Donc la loi de nature, quand c'est dans un domaine, ça exclut. Alors, lorsque maintenant on est en train de parler de la loi sur le fait qu'il faille être congolais de père et de mère pour être président de la République, j'entends certains amis dire
Non, mais la France, Nicolas Sarkozy a été hongrois, il a été président. Aux États-Unis, Barack Obama, un Kenyan, par son père, a été président de la République. Mais les lois sont confectionnées en fonction de l'historique de chaque pays. Lorsque vous allez aux États-Unis, un pays qui a été créé par la plupart des repris de justice de l'Europe, c'est tout à fait normal que pour être président, ils exigent le droit de sol. Parce que le lien avec les États-Unis, c'est un lien de sol. Parce qu'ils sont venus de partout, de par le monde, de par l'Europe même. Donc le lien, c'est le sol, parce que c'est ça leur histoire, c'est le sol américain. Ce qui fait que Kissinger, qui a été un grand secrétaire d'État, ne pouvait pas être président de la République. Même chose avec Arnold Schwarzenegger, qui est un Autrichien. L'histoire de notre pays, depuis 1960, est menacée par quoi? Par la balkanisation. Est-ce qu'avec une telle histoire, on peut jouer avec l'identité de la personne qui va diriger le pays? Je vous donne un exemple qui est une digression aussi. Le Liban, qui est un pays francophone, a eu une famille à la tête, la famille Hariri, dont le père, Saad Hariri, oui, qui était décédé, mais ensuite son fils, Rafik Hariri, qui a pris le pouvoir. Rafik Hariri est de père, Saad Hariri, libanais, mais sa mère est saoudienne. Lorsque l'Iran, qui a besoin de pouvoir étendre son influence géopolitique dans la sous-région, décide finalement de soutenir le Hezbollah, qui est chiite, pour influencer le gouvernement dans cette partie du pays. Ils veulent mettre la main sur le gouvernement libanais. L'Arabie saoudite, qui est l'ennemi juré des chiites, donc de l'Iran, décide, elle aussi, d'apporter son influence dans ce pays. Ils se souviennent que le Premier ministre qui est là, parce qu'au Liban, le vrai pouvoir de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Le président Aoun qui est là n'est que presque comme la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite fait? Il convoque Rafik Hariri, dont la mère est saoudienne, et lui demande de démissionner depuis Riyad. Rappelez-vous que ça a créé un chamboulement politique terrible au Liban. Donc cette transnationalité, s'il faut appeler ça comme ça, est dangereuse pour des pays comme le nôtre. C'est-à-dire que cette loi ne vient pas remettre en question la nationalité de quiconque, mais ça protège la fonction de président de la République. Nous sommes le seul pays, mon cher ami, qui a connu une guerre sous-régionale comme celle qui s'est passée ici de 1998 à 2003, avec une menace terrible de balkaniser le pays. Mais la seule chance que nous avons eue, et je me rappelle à l'époque, j'ai posé la question à Louis Michel, à l'époque j'étais journaliste, qu'est-ce qu'il me dira? Il me dit, mon cher Thierry, je m'étonne, nous nous sommes retrouvés avec tous les chefs rebelles en Afrique du Sud. On leur a dit, voilà, c'est l'occasion pour que les pans de votre pays que vous dirigez deviennent des nations. Tous ont refusé, parce que chacun avait un attachement à ce Congo, par sa mère et par son père. Il n'y a pas eu d'influence à gauche ni à droite. Aujourd'hui au Congo-Brazzaville, notre voisin d'en face ici, le président Sassou a eu du mal à pouvoir placer son fils, Christelle Nguesso, dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que la plupart des Mboshi, qui est l'ethnie du président Sassou, refusent à Christelle Sassou, et même à Claudia d'ailleurs, de pouvoir avoir des positions dans ce pays. Pourquoi? Parce que leur mère est, eux là-bas disent zaïroise. Qu'est-ce qu'ils disent? Le jour où il y aura un conflit entre les deux pays, leur cœur va être balancé. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons dans notre pays? Non. Alors, au lieu de discuter, rentrons dans les faits. D'abord, l'histoire de notre pays nous interdit de blaguer avec ce poste de président de la République. Parce qu'on peut beau dire que le vrai pouvoir, c'est le Premier ministre et tout ça, mais dans les faits, dans notre pays, c'est le président de la République. Regardez le président Félix Tshisekedi. S'il a réussi à bouleverser le FCC, c'est parce qu'il est président de la République, dont les vrais pouvoirs sont détenus par le président de la République, qui est le vrai chef de l'exécutif dans notre pays. Maintenant, quand les gens sont en train de dire que il ne faut pas que cette loi soit là, ce n'est pas le moment, c'est quel moment alors? C'est une question d'opportunité. Même sur le plan, s'il vous plaît, même sur le plan démocratique, à moins que nous ne nous interdisions la réflexion dans ce pays, même sur le plan démocratique,
On ne peut pas interdire à un citoyen de réfléchir. Ton ami, qui est aussi un ami à moi, Joël Kadenanga, que j'apprécie beaucoup, a initié un projet de loi sur le renforcement de la loi sur la liberté de la presse de 1996. Est-ce qu'on lui a dit que ce n'est pas le moment, il faut d'abord laisser, ce n'est pas l'opportunité? Non, la réflexion intellectuelle qui puisse apporter un débat intellectuel plutôt que passionnel est important dans un pays. Et je pense qu'on ne peut pas arracher cette liberté de penser à un individu. Maintenant, venons-en à cette façon de voler maligne, une façon maligne de traîner le président de la République dans un tel débat. Non, mais parce qu'effectivement, il commence de plus en plus à donner l'impression que c'est le président dans les cas des laboratoires pour mettre hors d'état, hors course M. Moïse Katumbi. Mon cher frère, c'est ça. On sait que ça. C'est là, justement, mon cher frère, quand tu parlais de la question d'opportunité. L'opportunité, c'est qu'on sait que 2023 arrive en vitesse et que parmi les challengers les plus sérieux de M. Tshisekedi se trouve un certain Katumbi. On sait que son père n'est pas congolais d'origine, il faut l'écarter et on met en place des lois. C'est ça le défaut lorsque l'on veut individualiser le débat. Il ne faut pas le faire, c'est un danger. Parce que si vous le faites, c'est qu'aucune loi ne passera dans ce pays. Pourquoi? Moi, mon grand-père n'a pas étudié. Mais c'est un monsieur qui était plein de sagesse. Vous allez faire une loi où vous dites que pour être député national, il faut avoir étudié 5 ans. Donc vous excluez mon grand-père. Si c'est ça le débat qu'on doit mener, alors allons-y. Si aujourd'hui vous faites une loi pour que le président du CESAC soit quelqu'un qui sorte de la corporation, donc nous qui ne sommes pas de la corporation, nous n'avons pas le droit, c'est qu'alors aucune loi ne passera dans ce pays, si on doit individualiser. Parce qu'en individualisant, nous trouverons toujours des exceptions qui sont frappées par l'interdiction de cette loi. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est une société pareille qu'on veut. Qu'à chaque fois qu'on veut faire une loi, on regarde, bon, qui est exclu? Ce n'est pas ça une loi, ce n'est pas ça une démocratie. Et le président de la République, qui a permis à ce que notre frère Moïse Katumbi puisse revenir ici, qui a permis à ce qu'il ait un passeport, voudrait cette fois-ci l'exclure par le truchement d'une loi. Donc M. Noël Tsiani est tellement idiot que de lui-même il ne peut pas penser, il faut qu'on puisse travailler son subconscient par quelqu'un. En politique, on connaît comment ça se passe. Donc aujourd'hui pour vous, M. Arnold Schwarzenegger se dit un paria de la société américaine parce qu'il n'a pas droit à être candidat président de la République, parce qu'il n'est pas né de sol aux États-Unis. Vous comprenez que c'est un débat ridicule. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui réduire notre système démocratique qui consiste en la réflexion, en la liberté de penser, à des questions d'individus. Il est important que l'on puisse apporter plutôt un débat d'ordre intellectuel. Si on ne veut pas de ce débat d'ordre intellectuel. Oui. Monsieur Mosenepo, qu'est-ce que la loi Tsiani? Quels sont les avantages que vous trouvez dans la loi Tsiani? Et qu'est-ce que la loi Tsiani va nous apporter à l'heure où nous parlons? Mon cher Perrault, à moins que toi et moi nous ne puissions oublier que dans ce pays, nous avons toujours réclamé d'avoir au sommet de l'État des personnes qui sont de nationalité congolaise de façon irrévocable. Rappelez-vous, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir ici, fils de Mouzé et de Maman Sifa, n'est-ce pas que notre regretté frère Honoré Ngwanda, pour le combattre, a utilisé des raccourcis pour dire qu'il serait de mère rwandaise, qu'il a même été garde du corps du président Kagame. Et cela a à un moment déstabilisé le pouvoir à l'époque du président Kabila. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le fond, mon cher frère, ne nous trompons pas, dans le fond, nous avons toujours souhaité à ce que celui qui dirige notre pays puisse ne pas avoir de tendance vers tel ou tel autre pays. Pourquoi? Parce que depuis 1960, nous avons été menacés à chaque fois
par ces pays limitrophes qui ont toujours cherché à mettre la main sur des Mais pans. depuis 60, c'est de toujours notre les Congolais, des espace. pères et des mères qui nous ont dirigés. Mais regarde, le C'est pays est en toujours- lambeaux. Non, 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 non. Le pays est en lambeaux. Ne confondons pas. Lorsque nous prenons l'indépendance, Perrault. on a le même PIB que Perrault. le Canada. Perrault, Les justement. Sud-Africains se soignent ici chez nous. Perrault, justement. On donne ça aux Congolais, des pères et des mères. Où en sommes-nous Perrault, aujourd'hui? justement. On a donné ce pays à des Congolais de père et de mère jusqu'à aujourd'hui et nous sommes encore dans nos 2 345 409 km². Notre crainte, c'est que si ça va dans les mains de quelqu'un qui ne soit pas de père et de mère congolais, que ce plan que Lumumba a décrié en 1960 puisse se matérialiser. C'est cela la crainte. Maintenant, s'il faut qu'on discute sur la manière dont le pays est géré, c'est autre chose, mon cher frère. C'est autre chose. Mais d'abord, protégeons notre maison Congo. Protégeons notre maison Congo. Je vous ai donné ici des exemples de par le monde où des présidents de la République qui ont eu un cœur à gauche et un autre à droite ont été, à des moments, obligés de choisir selon les intérêts où ce cœur était penché. Comment savoir où ce cœur sera penché s'il y a deux balances, mon cher frère? Donc mieux vaut qu'il n'y ait pas de balance, mais que vous soyez congolais, à 100%. Et en ce moment-là, on est sûr que lorsque la tentation viendra, vous allez résister. Comme a résisté Mobutu, comme a résisté Kasavubu, comme a résisté Mouzé, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix. Donc pour vous, le seul avantage, c'est protéger le Congo. La loi Tchani pour vous nous protège contre la balkanisation. C'est d'abord ça. Lorsque nous prenons notre indépendance, quelle est la stratégie que la Belgique monte? C'est de faire éclater le pays en micronation. Est-ce que nous sommes seuls, toi et moi, à parler de ce danger de balkanisation aujourd'hui? Mais c'est un danger séculier qui vient de très loin. Ça ne commence pas aujourd'hui. Lumumba en a parlé. Mobutu en a parlé. Mouzé n'en parlons pas. Joseph Kabila en a parlé. Le président Félix le vit. Et on va, nous, notre génération, léguer à nos enfants un pays qui sera dirigé par quelqu'un qui n'est pas 100% congolais. Avec les dangers que demain, Goma ne fasse plus partie de notre pays. Que l'Ituri ne fasse plus partie de notre pays. Que mon Maïndombe que j'aime bien ne fasse plus partie de ce pays, s'il vous plaît. Donc quand on dit que c'est Katumbi qui est visé, vous dites c'est pas lui. Hein. Non, mon cher frère. Je pense que si... Surtout que Menda dans la relation a bien tenu Katumbi. Non, il ne faut pas prendre ça dans ce sens-là. On sait. Mende et Katumbi, ça passe pas. Mende et Katumbi, que ça ne passe pas, c'est autant que toi, peut-être, et un autre quidam qui voulait être candidat à l'UNPC Kinshasa, ça ne passe pas. Mais lorsque les textes sont les textes, on les respecte, mon cher frère. Et je te dis, là, on a l'occasion de couler je son ennemi. Dis, Perrault, je te dis c'est comme ça que ça fait longtemps, les gars, sous la TVT. Non, quand c'est l'occasion de noyer Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais dit que le président de la République était son ennemi. Le président n'a jamais dit que Moïse est son ennemi. Je parle de Mende. Mende n'est on pas sait l'ennemi que de Moïse. Katumbi, En quoi ça passe pas. En quoi ça ne passe pas? Pourquoi Bawelani Mende na Katumbi, Bawelani. Bawelani, pourquoi? Mon pas c'est là qui gouverneur. Mende Salani. natokaka ndako Katumbi te suis jamais allé toquer. Oma ba vidéo ezota mwa mikolo. Bongo wana eza kozanga kozala ennemi ya mutu. Omoni. Ça n'a rien à voir. Batikala koyoka na te banana Au union contraire, il y a eu une bonne réflexion. réflexion. Occasion ya kodindisa Katumbi na moto ya. Yozongi mbango. Même dans non, c'est parce que c'est que de par nature, la CCU est souverainiste. Donc lorsqu'il s'agit de toucher sur le Congo, nous devons être là. Donc je laisse mes affaires, je laisse tout. Na bengi au Pérou, il faut na loba. Parce que ça touche le Congo. Et ça m'étonne, mon cher frère, ça m'étonne que les gens minimisent cette question à des individus. Oh, Thierry, Perrault. Non, le Congo est plus grand que ça. Le Congo est plus grand que ça. Ça ne doit pas être une question d'individu. Et je te le répète ici, que chaque loi exclut des gens. Si on doit alors commencer à regarder ça, c'est qu'alors on n'aura aucune loi. Donc pour ça, on s'en fout. C'est pas notre affaire. Lorsque vous, à l'UNPC, vous faites des lois pour des critères, pour que tel soit président de l'UNPC ou pas, n'est-ce pas que vous excluez des gens? Ça, vous ne voyez pas. Ça, vous ne voyez pas. Jeff Caleb ici. Jeff, mon jeune frère que j'aime bien, que tu aimes bien aussi, a été exclu, non? Vous n'avez pas eu pitié de lui. Là, vous avez dit, c'est la loi. Mais maintenant, aujourd'hui, vous dites que non, ce n'est pas la loi, c'est des chasses à la sorcière. Non, mon cher frère, n'allons pas dans ce sens-là. Protégeons notre pays, c'est une loi. Chaque pays
confectionne des lois en fonction de son histoire. Nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes le Congo avec nos réalités. Et nous allons orienter nos lois selon nos réalités pour le bien-être de nos enfants, à qui nous allons léguer un Congo entier, comme nos parents nous l'ont légué. On va terminer cette émission, Monsieur Mosséné, pour on est à la 47e minute exactement. Je n'ai même pas vu l'heure passer. Parlons justement d'un autre pan des structures de ce pays qu'on dit être utilisées contre les adversaires, c'est la justice. Comment trouvez-vous le travail qu'a la justice aujourd'hui et l'IGF aussi? On dit que M. Alingueti fait maintenant des rapports de manière sélective. Les anciens kabylistes qui ont refusé de rejoindre l'Union sacrée comme M. Matata Ponyo se retrouve dans le banc des accusés. Vous jugez comment cette histoire des sagas judiciaires teintées des rapports de M. Jules Alingueti? Tu sais, Perrault, dernièrement, je suis allé voir un ami en prison. C'est un ami avec qui on a grandi. Il a été condamné pour un dossier. Je l'ai trouvé à ce moment-là avec certains autres de ses amis. Et vous savez comme lui. Oui, oui. Vous savez quelle impression j'ai eue? Qu'il n'y a que des innocents en prison. Donc chacun te dit, ah, moi j'ai été condamné parce que moi et la femme de ce magistrat-là, on ne s'entendait pas. Un autre dit, non, 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 tu sais, moi, je suis innocent, mais j'ai été condamné parce que je ne suis pas de la même tribu que le magistrat qui a traité mon dossier. Et un autre dit, non, tu sais, moi, j'ai été condamné parce que je ne suis pas de la même religion que le... C'est-à-dire que les personnes qui sont interpellées par la justice ont toujours comme justification que l'on me poursuit parce que je suis chrétien et lui est musulman, parce que je suis du nord, lui il est du sud. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, l'inspection générale des finances audite ceux qui ont géré l'argent que toi et moi, nous faisons entrer dans la caisse de l'État. Toi, avec CPL, tu payes les taxes de l'État. Ces taxes sont gérées par ceux qui sont ministres, ceux qui sont premiers ministres. Comment ne peuvent-ils pas avoir de rédévabilité par rapport à ces responsabilités qu'ils occupent? Même ceux d'aujourd'hui, ils doivent être interpellés. Ça se fait pas. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être de l'union sacrée ou pas. Des rapports seulement avec les autres. Et tel Longondo, il y a un rapport ici. Maintenant, c'est là où... Lobo a été en prison. C'est moi où là, moi, j'interpellerai. Lobo a été en prison. J'interpellerai notre justice pour la célérité de certains dossiers, notamment en ce qui concerne les fonds Covid. J'ai été avec l'IGF, il m'a dit que Thierry, les indices de culpabilité dans ce dossier sont énormes. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrêté? Donc vous soutenez l'IGF, vous pensez qu'il fait un travail extraordinaire? Il fait un travail impeccable. Quand les gens disent qu'il fait du folklore, non, je vais vous dire. Je vais vous dire. Les rapports Lélo, un inspecteur qui appelle les caméras, les rapports ne doivent-ils pas être envoyés à qui des droits? L'homme fait du folklore. Non. La communication portée par M. Jules Alingueti, c'est dans le sens de pouvoir faire peur aux autres voleurs. Vous savez, j'ai été chez un ami qui est un haut responsable ici, dans la fonction publique. Je lui dis, ah mon frère, est-ce que je peux avoir tel... Ah, laisse Thierry Jeff Azali. Tu vois que déjà, il y a ce qu'on appelle un capita en ce qui concerne l'argent du contribuable congolais. Et cela est dû non seulement au travail qui est fait, mais aussi par la communication. C'est-à-dire que les gens savent que maintenant, il y a un capita qui surveille les sengi que le Congo dépense. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, le reste, l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter les gens. C'est à la justice de le faire. Déjà, notre justice fait un grand travail, surtout le parquet de la Gombe. Vraiment, je jette des fleurs à ce parquet, puisque c'est le parquet c'est parmi les parquets qui, aujourd'hui, appuient l'inspectorat général des finances. Mais il faut faire mieux, il faut aller au-delà. Et ce n'est pas une question de chasse à la sorcière, c'est des gens qui ont géré, mon cher frère. C'est des gens qui ont géré. Ils doivent répondre. Il n'y a qu'ici où on s'étonne de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Zuma va dire que M. Ramaphosa est en train de lui faire des chasses aux sorcières? Non. Parce qu'il s'était battu avec sa femme au sein de l'ANC pour avoir la direction du parti. Non. C'est la justice. Là-bas, on dit c'est la justice. Donc, quand le président de la Mauritanie est interpellé, M. Ould Abdelaziz, et en résidence surveillée, on dit c'est la justice. Mais au Congo, on dit chasse aux sorcières. Non. C'est la justice. Vous avez géré. Moi, tel que je suis là, je suis dans le secteur privé, je suis dans mes entreprises. Quel jour l'IGF va venir m'emmerder? Quel jour je vais être déféré devant la justice par l'IGF? Parce que je gère mon argent, mon capital.
Mais le jour où j'oserai commencer à gérer l'argent du contribuable, je dois ce jour-là mettre dans ma tête qu'un jour ou l'autre, je serai redevable de cette responsabilité. C'est une culture que nous devons avoir. Ça n'a rien à voir avec l'union sacrée, ça n'a rien à voir avec... Donc Matata qui nous répond. Encore que l'ancien Premier ministre Matata ne fait pas partie du FCC, il l'a quitté. Donc il ne faut pas dire qu'on l'attaque parce qu'il est du FCC. Non, il a refusé d'aller à l'union sacrée. Il a refusé, mais il n'est pas à l'union sacrée. Non, mais l'union sacrée... Et puis on dit de lui qu'il a des ambitions cher frère, présidentielles. Mon cher frère, comme vous écartez Katoubi, il faut écarter Matata aussi. CCU, honorable main des CCU. Personne n'est venu nous dire entrer à l'union sacrée sinon on vous tue. C'est nous-mêmes. Nous avons fait une réunion avec nos cadres, nous tous. Notre chef nous a dit, voilà la vision, qu'est-ce que vous en pensez? On a discuté, on a levé l'option, on est allé à l'union sacrée. Personne n'est venu nous dire, il ne faut pas croire qu'à l'union sacrée, on vient là, bon, si tu n'acceptes pas l'union sacrée, alors on t'amène à IGF. Non, encore que, il y a une chose importante que les gens oublient. L'ancien Premier ministre Matata lui-même a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes sur la gestion de Boukangalonzo, oui ou non? C'est lui-même. En quoi est-ce que la responsabilité de l'IGF est dedans? C'est lui-même qui a dit, venez m'auditer. Quand on vient auditer, on trouve... Mais on ne dit pas que le Premier ministre Matata est condamné, qu'il a volé. Non, c'est des présomptions. Donc c'est tout à fait normal qu'il aille répondre. Et j'apprécie sa sportivité parce qu'il a répondu et il a présenté ses moyens de défense. Voilà un état de droit. Attendons voir comment la situation va évoluer. Non, l'expression, mon le bien, capita, au sengi, ok. J'ai la lengue, capita. Monsieur l'IGF, on doit quand même tirer les chapeaux pour le travail qu'il est en train de faire. Les Legomi, maman, il faut bien te IGF. On sent qu'il a donné un peu de volume à ce travail-là. Monsieur Mosenepo, merci d'être venu. C'est un bon devoir, merci. L'émission est terminée. Revenez quand vous voulez. C'est chez vous ici. C'est chez moi. Merci. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Notre invité ce soir, c'était Thierry Mosenepo, président de la Ligue de jeunes de CC. Comme ça, ta secrétaire général, tu il faut Nazara na ba jeune na atana komi mpaka nazara na ba jeune. Bon mataraté. Jeune premier. Bando bandara wana ba jeune. Jeune premier. O koma secrétaire général ngoni. Te ngali na tika kaka na ba jeune. O koma na ide ba jeune. Wa mutete là. Qu'est-ce que ça? Secrétaire général faut za mutasankuru. Secrétaire général na biso za muluba. Mutambuji mai. Wa mutasankuru. Président national na biso. Mpangi na nga ya Kwilu. Ah bon? Bah oui. Même des autorités morales liées sur le colo. Yaza. Au sommet. Lui, c'est notre haut sommet. Aigle. Aigle. Je vous retrouve lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur le programme. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.